Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Mintou Ndiaye Saint-Drénan, avec qui nous allons parler de son association Énergie Femmes. Une association que j'affectionne tout particulièrement, comme j'étais allée à ton gala Femmes, Argent, Pouvoir. J'avais découvert Énergie Femmes par hasard avec une publication LinkedIn et ton gala Ambition, Audace et Agilité, ainsi qu'une summer party en présence de l'humoriste Caroline Vigneault. Du coup, Mintou, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à toute ta communauté. Bonjour Estelle, merci pour cette invitation. C'est toujours difficile de se présenter, puis j'aime pas me définir avec les activités que je fais professionnellement. Donc je dirais que je m'appelle Mintou Ndiaye Saint-Drénan, je suis optimiste, féministe, engagée, fan de cuisine et de tricot. C'est pas mal comme présentation. Ouais, j'aime beaucoup. Du coup, on va entrer dans le dur de l'épisode. Du coup, qu'est-ce que Énergie Femmes ? Énergie Femmes, c'est... je le résumerai avec notre baseline en plus qui est vrai, c'est le réseau des femmes qui en veulent. C'est un réseau de femmes très très différentes, très dynamiques, très ambitieuses, très motivées et où on a réussi à créer, on va dire, une sorte de safe place où elles peuvent exprimer aussi leurs peurs, leurs craintes. On aborde pas mal de choses sur les défis professionnels et personnels qui attendent les femmes. Et on essaie de trouver des solutions ensemble. Et surtout, on essaye de faire en sorte qu'elles créent un réseau atypique et diversifié. Les femmes sont des fois, on peut être dans un milieu très siloté, on peut être dans un milieu où en fait il y a un entre-soi qui des fois nous empêche de réfléchir et d'être plus ouvert. Et chez Énergie Femmes, en fait, on a ce côté où une dirigeante peut rencontrer une étudiante, une retraitée, etc. Et on casse un peu en fait tous ces clichés ou ces cloisons sociaux, professionnels qu'on peut avoir dans la vraie vie. C'est une très belle présentation aussi, merci. Du coup, de ce que je comprends, Énergie Femmes, c'est un réseau intergénérationnel où la sororité a une place très importante. Oui, la sororité et la bienveillance font partie de nos valeurs et ce sont des valeurs très fortes et très importantes chez nous. Et l'exemple que je pourrais donner peut-être pour vraiment l'illustrer, c'est que chez nous, il n'y a pas de cotisation. Donc, on n'est pas avec un ticket d'entrée de 100 euros, 200 euros, quoi que ce soit. On veut juste réussir à réunir, fédérer, encourager des femmes d'horizons très, très différents. Toi, c'est une très très belle ambition que tu as là. Du coup, en fait, ça m'amène à la question, du coup, pourquoi avoir monté Énergie Femmes ? Alors, pourquoi avoir monté Énergie Femmes? C'est à la fois une histoire très personnelle. Alors, moi, je suis d'origine sénégalaise et je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans avec ma petite valise. Et l'air de rien, les choses n'ont pas été simples ou faciles, mais j'ai quand même réussi à vraiment tirer mon épingle du jeu. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses en termes de confiance en soi, de la place des femmes dans la société, etc. Et pour information, moi, quand je suis arrivée, en fait, je n'ai pas été éduquée ou j'ai une sœur, mais c'est tout. Donc, en fait, la comparaison avec un homme n'avait pas lieu d'être dans mon espace déjà familial. Et je pense que nos parents nous ont éduqués comme presque comme si, enfin, comme des humains, pas genrés en fait. Donc moi, quand je suis arrivée, quand je dois parler, je demande pas la permission, je prends la parole, etc., etc. Et je voyais déjà ces petites choses-là chez certaines de mes copines à la fac, à l'école de commerce, etc. Et quand j'ai commencé à travailler, il y avait une chose qui m'avait marquée, c'est que j'avais demandé à certains de mes potes combien est-ce qu'ils négociaient pour leur premier CDI. Et je me suis rendu compte que moi, je demandais exactement la même chose. Je sais plus le ticket d'entrée, mais pour moi, c'était normal. Et ensuite, j'ai demandé à certaines copines à combien elles avaient négocié leur salaire. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais au niveau de mes potes, mais que mes copines étaient au moins 5 KE en dessous de moi ce qu'on avait négocié. Et j'en ai quand même tiré quelques leçons en me disant, mais en fait, c'est pas, un, ce n'est pas juste.
2, ce n'est pas normal. Et puis troisièmement, parce que c'est dans ma nature, de manière très personnelle, quand je vois un problème, je veux trouver une solution à mon tout petit niveau. Et je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je partage? J'avais juste envie de repartager comment j'avais vécu des choses. Et le deuxième game changer, on va dire, ou élément qui m'a fait créer Énergie Femme, c'est que j'ai vécu les épisodes de négociation salariale où je suis vraiment allée jusqu'au bout, mais à fond. Et en fait, quand j'ai fini d'avoir cet épisode-là, je me suis rendu compte que j'avais réussi à avoir 80% de plus qu'une autre collègue qui était aussi talentueuse que moi, mais parce qu'elle, elle n'a pas demandé. Elle n'a pas posé la question, donc je sais n'importe quoi, mais on lui dit, bon, bah, on va te donner les petits 800 euros parce qu'on est très très content de ce que tu fais, et puis point barre. Et ça, j'ai trouvé ça injuste, mais ça m'a fait penser aussi à, bah, si tu ne vas pas chercher les choses, des fois, tu ne les as pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer en fait Énergie Femme pour dire on réunit tout le monde. Au début, c'était pas mon intention première. Je cherchais juste une association dans laquelle je pouvais m'investir pour aider les femmes. Et ensuite, quand j'ai commencé à regarder, bah, justement, ça va rejoindre le point, c'est que bah, tu as le club des femmes de la communication, le club des femmes de ceci, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'endroit où en fait tout le monde se mélange, quoi. Moi, OK, je suis membre du club des femmes dans les assurances ou des choses comme ça, mais il n'y a pas un mélange ou quelque chose qui peut créer une diversité et une émulation. Et donc, j'ai voulu créer quelque chose. Et à l'époque, je m'en souviens encore, parce que c'est justement elle qui est la marraine du réseau. Je lui dis, mais ce que je veux créer, j'ai l'impression que je ne le trouve pas. Et elle m'a dit, crée-le. C'était Frédéric Sintra qui me dit, mais lance-le en fait. Et toutes les femmes sont les bienvenues, peu importe la catégorie socio-professionnelle, peu importe en fait d'où elles sont issues, de la zone géographique, etc. Mais juste venez, on se retrouve. Et avec une intelligence collective, on essaie de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre. C'est ultra passionnant, tout ce que tu nous dis. Enfin, bah, je fais rebondir un peu, rapidement sur, tout ce que tu as pu nous dire en termes de chronologie et du coup, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que tes parents vous ont éduqués comme des êtres humains parce que, c'est vrai que, bah, c'est aussi une réflexion que je me pose toujours, c'est pourquoi on est obligé de tout genrer alors que finalement on est, comment dire? On a des bras, on a des jambes, on respire, on n'a pas besoin, on va dire, comment expliquer ce que je veux dire, mais on respire, on a des amours ou pas, enfin, on a chacun nos propres vies, donc pourquoi se créer des clans entre guillemets alors que si comment dire, on se laissait tout simplement être porté par qui on est, ce qu'on veut devenir, sans se mettre de barrières et de contraintes, je pense que ce serait tellement puissant pour tout le monde en fait. Donc grave contente pour toi que t'as été vécu comme ça. Oui, mais c'est surtout que c'est OK, mais tu sais, moi, j'ai eu plein de potes, mais je n'ai jamais ressenti des différences. Mais ça, c'est hyper intéressant en termes de réflexion parce que des fois, en tant que féministe basée en France, on veut donner le là ou fixer des choses, mais en fait, quand tu regardes dans d'autres parties du monde, ce sont d'autres questions, d'autres problèmes. Mais typiquement au Sénégal, en tout cas moi, dans l'ethnie où j'ai grandi, bah, en fait, la question du pouvoir des femmes ne se posait pas. Parce que elles avaient déjà le pouvoir. Mais peut-être qu'il faut qu'elles se battent sur d'autres droits. Donc, il n'y a pas, tu vois, un féminisme universel. Et ce sont justement, et ça rejoint ce que je disais sur la diversité, ce sont ces différences-là qui font qu'on s'enrichit. Et après, on peut réfléchir différemment au lieu de vouloir fixer nos règles à tout le monde, partout dans le monde. Mais je pense qu'il y a plein de façons d'être féministe. Et il faut surtout qu'on soit aligné sur le fait de se battre pour la liberté des femmes partout. C'est très, très joliment dit ce que tu dis, se battre pour la liberté des femmes partout. Je suis tellement d'accord avec toi et tu parlais du Sénégal et c'est vrai que ça m'intéresse de savoir, surtout que d'après ce que j'avais compris quand j'avais regardé une vidéo sur le site d'Énergie Femmes, tu viens, d'une tribu, sénégalaise, les Lébou et du coup, il y a un côté très matriarcal et c'est vrai que ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Mais waouh!» enfin, les régimes matriarcales, ça existe aujourd'hui? Waouh! Du coup, ça m'intéresse trop. Enfin oui, chez nous, c'est comme ça. C'est comment dire? Hem, c'est avec un mot wolof, donc je vais essayer de le traduire en français, mais chez nous, par exemple, si ton mari non, comment dire? Ils disent «badiane mooy baay». Je vais le dire avec mes termes en wolof et après je vais le décrypter. Mais la sœur de mon père, c'est limite elle qui est censée être la boss, en fait, et pas mon père. C'est pour te dire à quel point,
c'est une ethnie qui donne le pouvoir en fait aux femmes. Et donc il y a des choses avec lesquelles j'ai grandi de manière juste très naturelle. Tellement naturelle que pour moi, c'était pareil partout, pour tout le monde. Mais demander la permission pour parler, dire que je ne suis pas d'accord. En plus, j'ai grandi dans une famille où oui, on adore débattre. On adore ne pas être d'accord et défendre nos positions, mais tout ça dans un environnement, tu sais, très safe. Bienveillant. C'est pas toxique, mais c'est juste que chacun a le droit de penser quelque chose. Et typiquement, tu te retrouveras au Sénégal avec beaucoup de familles, alors avec certes des dysfonctionnements, certes des fois ça peut être des familles polygames, mais quand le mari rentre à la fin du mois, des fois tu peux te retrouver avec des personnes qui donnent totalement leur salaire à leur femme. C'est elle qui gère. Et donc, si tu veux, c'est là où en fait c'est intéressant en termes de réflexion féministe de se dire, mais c'est pas tout lisse, c'est pas tout noir ou tout blanc. Faut juste que les femmes soient à l'aise avec les fonctionnements qu'elles vivent ou ce qu'elles ont envie de vivre. Mais aujourd'hui en France, tu te retrouves peut-être pas avec un mec qui va donner 100% de son salaire à sa femme en lui disant c'est toi qui gères, tu vois. Mm, mm, mm. Donc c'est intéressant en termes de différence et de réflexion. Mais oui, en fait, ce que tu dis, ce que tu soulèves, c'est très important et très intéressant, c'est que c'est hyper important de regarder le féminisme sous l'angle de l'intersectionnalité, parce que là, c'est vrai qu'on a tendance à être trop auto-centré, à regarder notre vision. Bah, du coup, là, je prends la France, qu'on habite en France, on regarde trop le féminisme, tout le côté français, et on va pas s'ouvrir aux autres pays. Et en fait, si on s'ouvre aux autres pays, et ben en fait, on va regarder ce pays avec notre propre biais, notre propre culture, alors que c'est pas la bonne façon de réagir. Il faut regarder comment pensent les autres. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant, que vous débattez, vous aimez bien débattre, même si c'est pas d'accord, etc. L'esprit critique, il est hyper travaillé. Et d'un côté, ça, je pense que c'est ce qui manque à notre société, de la bienveillance, de l'empathie et l'esprit critique pour essayer de se comprendre, ou du moins faire l'effort d'aller vers l'autre et savoir tiens, comment tu penses toi. Enfin, du coup, ouais, je trouve ça hyper intéressant et je suis ravie d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui, parce que c'est hyper important de lever le tabou qu'on pourrait avoir sur ces sujets-là, quoi. Mais même nous, en fait, en tant que féministes, ça nous permet aussi de sortir de certains biais. Mais tu vois, quand tu vas dans certains pays, certaines populations asiatiques, etc., ce fonctionnement matriarcal, il existe aussi. Tu vas quelque part au fin fond de l'Amérique du Sud, ça existe aussi, etc. Donc, faut pas qu'on vienne à chaque fois avec nos règles de la liberté, c'est ça. La liberté des femmes, c'est ça. Et en fait, tout le monde doit l'appliquer ou tout le monde doit le faire, tu vois. Et je pense que des fois, pour avoir, ou en tout cas pour gagner en force, on gagnerait à être beaucoup plus ouverte à certaines subtilités. Plutôt que de dire ça, c'est négociable ou c'est pas négociable. Tu vois, l'exemple que je te donne au Sénégal, il existe vraiment. Mais du coup, est-ce que tu veux aller te battre pour l'égalité salariale alors que certaines femmes sont au foyer, ou est-ce que tu veux aller te battre pour autre chose? Parce que quand le mari rentre, bah, en fait, il donne tout son salaire à sa femme et lui dit: «C'est toi la boss, gère», tu vois? Comment tu vas aller expliquer à une jeune femme, qui veut, juste gérer son foyer, mais qui justement a ce pouvoir-là, lui dire: «Ah bah non, maintenant il faut que tu ailles chercher un boulot, mais en plus, il faut que tu ailles avoir cette égalité-là». Je trouve juste qu'il y a des nuances ou des choses, c'est un peu clivant, hein, ce que je dis, mais on gagnerait à être beaucoup plus ouverte à des nuances de gris aussi. Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le monde, il est pas blanc ni noir, il est gris. Il y a plein de subtilités, plein de nuances que nous, en tant qu'être humain, on peut pas tout connaître. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de s'intéresser aux autres pour apprendre à connaître cette différence, à la côtoyer, pour pas en avoir peur ou lui imposer des choses. Et du coup, ça m'aide à peut-être deux questions. Du coup, comment on peut faire pour développer son ouverture d'esprit, et aussi pour les femmes en France qui nous écoutent, comment faire pour apprendre à oser, puisque du coup au Sénégal c'est quelque chose de ce que je comprends un peu inné, enfin depuis toujours les femmes prennent la place, et du coup comment les femmes ici peuvent s'inspirer des femmes sénégalaises sans se comparer ou que sais-je. Enfin voilà, je me dis que ça peut être intéressant d'aborder ces questions-là. Hem, alors sur ton premier point sur l'ouverture d'esprit, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se travaille ou pas. La seule chose que je pourrais dire, mais c'est même pas un conseil parce que c'est très auto-centré, on peut pas être ouvert d'esprit si on n'est pas curieux. La curiosité, c'est apprendre à faire des nouvelles choses, des choses qu'on connaît pas du tout. Et ça, après, mais c'est pas un conseil, mais moi, c'est ce que j'essaie de faire.
C'est que typiquement, tu vois, à chaque fois que je vais dans un restaurant, je vais regarder dans la carte, mais limite, c'est juste pour faire travailler ton cerveau. Un truc que je n'ai jamais mangé, le truc le plus bizarre, le plus... Enfin, tu vas au resto, c'est pas pour prendre un poulet rôti, tu vois. Un truc que tu ne connaissais pas. C'est parce que des fois, c'est comme, ça me fait penser aux personnes qui vont te dire, «Je n'aime pas». Bah, en fait, tu ne sais pas si tu aimes parce que tu n'as même pas goûté, en fait. Et la curiosité, je pense que c'est vraiment un élément qui aide à être beaucoup plus ouvert. Et moi, typiquement, alors je me suis présentée tout à l'heure de manière assez, atypique parce que tout ce que je fais peut ne pas être perçu comme glamour, mais je travaille dans les assurances, moi je fais du risque, du droit, de la conformité, enfin OK, mais je n'ai pas envie d'être définie par ça. Donc mes potes, je vais aller chercher, des peintres, des sportifs, des ceci, des gens totalement différents de moi. Et donc quand des fois je réunis tout mon cercle d'amis, tu en as forcément un qui me dit: «Mais comment tu fais pour être amie avec un tel?» Mais justement, c'est ça la richesse, tu vois? Mais ça passe par de la curiosité. Et le deuxième point, c'est que, ça passe aussi par juste vouloir aimer l'humanité. Tu vois, quand je sors du discours de gens, c'est que moi j'aime juste les gens. J'ai envie de les découvrir, j'ai envie de savoir qui ils sont et cetera. Donc, ça aide beaucoup en tout cas sur le côté être ouvert. Mais ça rejoint du coup, ta deuxième question sur comment oser. Bah, faut agir. C'est juste ça. Mais même un truc différent, tu sais, on peut craquer notre cerveau assez facilement avec des toutes petites habitudes très simples. Je sais que nous, il y a un exercice, quand on fait certains ateliers chez Énergie Femmes qu'on fixe en fait aux femmes, c'est tu vas dans une boulangerie et puis tu essaies de négocier le prix de la baguette. Mais forcément, le prix de la baguette, il bouge pas. Mais tu sors de ta zone de confort parce que tu es en train de faire un truc où déjà tu sais qu'on va te dire que c'est non. Mais ça te permet d'accepter que, bah, les gens en face peuvent refuser, tu vois? Et on a plein de petits exercices comme ça, mais pour avoir de l'audace, je pense que la première étape, c'est juste agir et accepter l'échec. Ça va pas marcher à tous les coups. Et donc, plus tu y mets d'émotion des fois, plus ça te bloque, alors qu'en fait, bah, le gars, il t'a juste dit non, mais c'est pas un non de je refuse ta personne ou de je te rejette. C'est juste que ce que tu as demandé, il a dit non. Il faut accepter aussi d'avoir ces noms-là et de bien les vivre parce que, bah, pour une réussite et ça, je trouve que c'est un peu, dommage que les gens ne communiquent pas dessus, mais pour une réussite, des fois, tu avais quand même 9 tentatives qui ont échoué et c'est OK. Mais faut retomber, faut, se reprendre, faut réessayer différemment. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais Si, c'est un si. peu comme ça que je vois les choses. Si, en fait, ça me parle vraiment totalement, parce que ça me fait penser, enfin, quand tu parlais d'aller négocier le prix de la baguette pour ton atelier chez Énergie Femme, en fait, j'avais vu une tendance passer sur TikTok, il faudrait que je la retrouve, mais je trouvais ça assez marrant. C'était en fait les gens, ils faisaient exprès de se mettre dans des situations d'inconfort total pour se prendre plein de noms. Par exemple, je sais pas, tu vois un mec qui est trop beau, bah tu vas l'aborder, tu vas postuler à un job alors que t'as aucune qualification selon toi et t'y vas quand même. Et en fait, il y avait ça, ce qui se passait. En fait, c'était drôle parce que du coup, il y a des gens qui ont trouvé l'amour de leur vie, qui ont décroché le job de leur rêve, parce que du coup, bah en fait, bah, rien à faire, ils ont agi pour essayer de changer quelque chose, une petite chose dans leur vie, même une chose toute minime, mais en fait, ça a un impact assez grand par la suite, quoi. Oui, et puis après, je pense que il y a 2 choses, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais l'audace, c'est pas, on n'est pas suicidaire non plus, tu vois? Mais il faut juste essayer des nouvelles choses pour voir ce que ça donne. Tu as essayé, ça n'a pas marché, bon, bah, j'aurais essayé. Mais je trouve que pour revenir un peu au sujet des femmes, des fois, c'est ce côté-là que nous n'avons pas. On n'est pas joueuses, en fait. Bah, quand tu joues, des fois tu gagnes, des fois tu perds et c'est OK, mais juste avoir ce mindset-là, enlever un peu, j'allais dire certaines émotions ou juste, des fois on a tellement passionné le sujet qu'on est tétanisé, mais c'est juste OK. Au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas demander un truc, on va te dire non et tu vas rentrer chez toi. Bon, bah, enfin, je sais pas, tu bois ton thé, tu pleures et le lendemain, tu repars, quoi. Et c'est OK. Alors que nous, on lie tout ça à notre personne et donc quand quelqu'un nous dit non, on a l'impression qu'on ne doit plus exister, sur terre, quoi.
Et ça, je trouve que c'est un truc ça s'apprend petit à petit. Et puis un non, c'est un non. Enfin, tu peux aller dater quelqu'un qui dit: «Oh, bah, finalement, je t'aime bien, mais non». Et c'est OK. Ah mais d'ailleurs, ça me fait vraiment penser à une image que j'ai vue récemment sur les réseaux sociaux où en gros, c'était tu avais une image de la planète Terre et ce que tu penses, bah, quand tu as échoué et en fait la Terre, en fait, elle continue de tourner, peu importe, enfin c'est pas grave, en tout cas, bah, c'est rien du tout à l'échelle de toute une humanité, à travers tout le monde et tout ce qui s'est construit, c'est rien. Et puis c'est OK, mais il y a peut-être un point aussi là-dessus. Je vois énormément, alors je suis pas énormément sur les réseaux sociaux, mais je vois beaucoup de posts qui des fois peuvent m'interpeller, c'est qu'on nous en demande peut-être un peu trop. Et peut-être que c'est OK que déjà nous, la première personne à prendre soin de soi, c'est soi-même, qu'on soit indulgente aussi avec nous. Mmh, mmh mh. Et il y a une phrase que j'ai, ces temps-ci et je pense que tout mon entourage n'en peut plus, mais c'est: «On fait au mieux». C'est OK, on fait au mieux. Les journées durent 24 heures pour tout le monde. Tu as fait ce que tu as pu pour 24 heures, bah, le reste t'attendra demain. C'est, le mail que j'ai mis en bas de ma to-do list, bah, il attendra demain. Mais tu vois, qu'on ait aussi, à la fois, et c'était très schizophrène ce que je dis, avoir un certain niveau d'exigence de: «C'est ça qu'on veut, ça c'est pas négociable». Mon entourage, mes amis, je les ai choisis et cetera et cetera. Mais d'être indulgent aussi sur: «OK, tu as fait énormément de choses dans ta vie pro, tu as géré beaucoup, beaucoup de problèmes dans ton quotidien. Là, tu prends 15 minutes pour juste prendre soin de toi, c'est OK, culpabilise pas en fait. Tu as fait au mieux pour ta journée, le reste t'attendra demain». Et je trouve que ce côté juste prendre soin de nous, hem, peut-être qu'on le fait pas suffisamment. Non, je rejoins vraiment totalement, ta philosophie parce que pour le coup, je pense vraiment pareil que toi. Moi, par exemple, je déteste l'expression «quand on veut, on peut» parce que je trouve qu'elle est ultra culpabilisante parce que, par exemple, si tu es malade ou si tu vas pas bien ou que sais-je, en fait, ça te dit: «Bah, si tu fais des efforts, bah, tu y arrives». Bah, non, en fait, c'est pas aussi simple, que la vie. Alors que faire du mieux chaque jour de sa journée en fonction de notre niveau d'énergie, ça, je pense, ça a beaucoup plus de sens, c'est beaucoup plus percutant et ce que tu me disais, ça me fait forcément penser que c'est important d'être bienveillant envers soi-même, de poser ses limites. Et je pense que notre clé intérieure, c'est la connaissance de soi. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer à fond, en fait. Bah, non, mais c'est surtout que ces injonctions-là, sincèrement, c'est toxique, tu vois? Ça peut être toxique à un moment de dire à tout le monde, «Vous allez tous être des numéros 10». C'est comme si tu avais une équipe et tu dis: «Je veux que des Zidane». Non, c'est pas possible, en fait. Alors je dis ça parce que pour la petite anecdote, j'adore le foot. Mais j'aime bien mettre en avant typiquement, peu importe mes fonctions de direction ou tout ce que tu veux, bah, j'adore cuisiner, en fait. Parce que cuisiner, ça me fait du bien, parce que c'est mon moment de la journée où, bah, je me détends et j'ai le droit d'avoir ce moment-là à moi. Et cuisiner, c'est pas ringard, c'est pas, tu vois? Des fois, les femmes peuvent adorer des choses, mais se retrouver avec des injonctions de, enfin, je vais pas aller faire du crossfit, 3 fois par semaine. J'ai pas envie. Donc les injonctions de réussite, je pense que des fois, peut-être à tort, certaines femmes nous présentent des modèles où on n'a pas l'ensemble de la vision de ce qui se passe dans leur vie. Et en fait, nous, sur les réseaux sociaux ou autres, on va vouloir copier-coller quelque chose, mais on n'a pas les coulisses de ce qui se passe. Celle qui te dit, morning routine, je suis réveillée depuis 5 heures, j'ai fait, 3 heures de sport, j'ai signé 3 contrats, j'ai fait ceci, mais en plus, et là, elle te fait la petite photo d'elle, en train de prendre un verre ou, avec ses enfants. Je suis désolée, elle a une femme de ménage. Elle a une nounou qui s'occupe de ses enfants. Et ça, ce sont des messages qui me touchent beaucoup en termes d'inclusion, parce qu'on est en train de demander à des femmes qui font déjà de leur mieux, mais avec le peu de moyens qu'elles ont, on leur balance des modèles de personnes qui sont totalement différentes. Si toi ou moi, je te dis: «Moi, je ne sais même pas où se trouvent les torchons chez moi», c'est que c'est pas moi qui le fais. Mais je vais pas aller dire aux femmes: «Bah, faites en sorte que votre maison soit propre, mais en plus, il faut que vous soyez au top, mais en plus, vous avez des fonctions de direction». Je trouve que ça peut être intéressant aussi que certaines personnes nous partagent les coulisses de qui les aide. Parce que tu en as, elles sont vraiment au top et on en est très, très contente, mais derrière, elles ont une armée, quoi. Elles ont une armée de personnes pour s'occuper de tout ce qu'elles ne veulent pas ou n'ont pas envie de faire et être focus sur autre chose. Mais si tu envoies ce message-là à la jeune femme de 30 ans qui gagne 2 000 €,
et qui gagne plus ou moins pareil que son compagnon ou sa compagne. Et à un moment, on doit faire un choix de est-ce que je prends une nounou ou est-ce que je continue à travailler? C'est pas pareil. Et on va plus les complexer qu'autre chose, en fait. Oui, oui, je rejoins tellement ton point parce que du coup, ça met une pression supplémentaire sur les épaules des personnes qui regardent ce genre de contenu. On va se comparer, alors qu'en fait, il y a aucune raison, on peut pas se comparer à des personnes qui sont pas à la même progression de vie que nous. Et moi, je dis toujours que la seule personne avec qui on peut se comparer, c'est soi-même, à bah, du coup, moi, ma Estelle d'hier, d'il y a un an, c'est que ça notre axe de comparaison, parce que se comparer avec quelqu'un d'autre qui a une autre vie, qui a un autre vécu, des autres, bah, une vie complètement différente de soi, en fait, c'est sûr que on est unique, en fait. Donc, faut l'accepter d'être unique et qu'on peut pas être parfait et que cette tendance à être à la perfection, c'est du bullshit. Personne n'est parfait, on n'est que des êtres humains après tout. Ça rejoint ma petite phrase, on fait au mieux. Vraiment. Mais je pense que des fois, les personnes qu'on présente aussi comme des rôles modèles, etc., c'est intéressant qu'on puisse, ou qu'elles puissent avoir ça en tête quand on présente des choses parce que c'est comme si ça faisait le serpent qui se mord la queue. On a voulu tout être sauf Wonder Woman. Mais en fait, maintenant, on nous présente que des Wonder Woman. Mais on veut sortir de ça, on veut juste être normal et vivre, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, pardon de te couper, mais en fait, ça me fait juste penser ce que tu dis avec les Wonder Woman. Je me dis, c'est peut-être pour ça que la tendance des trade wife a pu émerger sur les réseaux sociaux, où du coup, tu reviens au traditionnel, parce que c'est des femmes qui ont dû se dire, je peux pas être Wonder Woman, donc non, on revient en arrière, parce que c'était mieux avant, parce que voilà, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, c'est vrai que c'est une vraie réflexion à avoir de montrer bah, des femmes normales. Ouais, mais ça, c'est incroyable. Alors, comme je te disais, je suis pas à fond sur les réseaux sociaux. J'ai vu émerger ça et sincèrement, alors quand je ne sais pas, je dis que je ne sais même pas quoi en penser. Parce que j'ai un côté très tiraillé de, enfin, faut qu'on se batte, faut qu'on aille chercher le pouvoir, faut qu'on aille faire plein, plein d'autres choses. Mais il faut aussi peut-être accepter qu'il y en a certaines qui te disent juste, et flemme, moi, je veux juste être tranquille chez moi, tu vois. Et je n'ai pas d'avis, je sais pas trop quoi en penser, mais peut-être que la liberté, tu vois, on parlait de diversité, d'inclusion. La liberté, c'est peut-être aussi ça, c'est-à-dire que tu as un champ des possibles, mais c'est aussi à nous, en tant que féministes, d'accepter que ces femmes-là, ben, c'est ça qu'elles veulent. Et ça me fait penser à la phrase je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez toujours la possibilité de défendre vos positions. Je sais plus comment c'était tourné ce truc-là, mais on se bat pour un standard. Et après, chacune fait ce qu'elle veut, mais on veut pas 100% de femmes DG dans le monde. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et chacune a le droit, parce que sinon, justement, ça rejoint un petit côté toxique de elles doivent faire alors qu'en fait, elle n'aime pas ça, elle n'a pas envie de ça. Je sais pas trop quoi en penser en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens que faut pas forcer les femmes à faire des choses qu'elles ont pas envie, faut même tout autre être humain en tout cas. Mais en fait, faut que, je pense que il faut être aligné avec soi-même et pour être aligné avec soi-même, il faut que ça coïncide avec ses propres aspirations. Après, moi, je pense que, comment dire, c'est vrai que c'est pas bien de mettre des étiquettes sur des personnes. Je pense que on peut être mère au foyer et très féministe comme une femme cadre et pas du tout féministe. Il y en a pour tous les goûts. Et chacun, en fait, je pense que le féminisme, c'est apporter sa propre pierre à l'édifice en fonction de sa personnalité et qu'on n'est pas obligé, par exemple, bon, je caricature, mais d'aller dans une manifestation ou faire un podcast féministe pour être féministe, mais qu'on peut l'être à son échelle, tout simplement. Au quotidien, tu vois? Enfin, et ça me fait penser à ça, mais bah, l'exemple de féminisme que j'ai, c'est ma mère et pourtant, entre guillemets, elle n'a pas beaucoup travaillé, elle était, limite femme au foyer. Ensuite, elle a décidé de monter ses commerces, ses activités, ses trucs. Mais dans la façon de nous éduquer, il y a rien de plus féministe, tu vois? Mm. On était au taquet, on se laisse pas faire, on sait s'imposer, et cetera. Et ça aussi, c'est une façon de contribuer, parce que moi, j'ai toujours un point qui me vient en tête. Je me dis, mais on n'a jamais parlé des problèmes du patriarcat, entre guillemets. Les hommes, ils savent très bien résoudre leurs trucs entre eux. Mm. Nous, ça fait des années qu'on est en train de se battre, de combattre des choses, et c'est comme s'il y avait un truc qu'on n'arrive pas à craquer. Parce que élève finalement les enfants? C'est un peu sexiste ce que je dis, mais c'est les femmes. Mm. Pourquoi est-ce que depuis, je dis n'importe quoi, mais depuis 30 ans,
les générations qu'on a aujourd'hui, pourquoi on les a pas, enfin, qu'est-ce qu'on a fait de nos fils? Comment on les a éduqués? Qu'est-ce qu'on reproduit qui fait que le problème ne se termine pas alors que c'est nous qui donnons vie, c'est nous qui les éduquons, mais en fait, il y a un truc qui tourne pas. Non, mais en fait, je suis complètement d'accord avec toi et je suis intimement persuadée que l'éducation, c'est ça qui va changer le monde, les mentalités. Et je suis complètement d'accord que, bon, je n'ai pas de frères et sœurs, mais je sais que c'est courant dans les familles de faire une éducation différente. Par exemple, la fille, on va lui empêcher plus de sortir parce qu'on va avoir peur qu'il lui arrive quelque chose, alors que le garçon, bah, on le laisse sortir sans aucun souci. Alors que, dans un sens, je pense que ce serait plus juste de pas les faire sortir tous les deux, de leur expliquer les raisons tous les deux, parce que du coup la fille elle va pas comprendre pourquoi elle sort pas et son frère il sort et le frère non plus. Du coup s'il est pas sensibilisé, bah c'est compliqué, on pourra pas avancer dans certaines mesures. Donc ouais, je suis d'accord que l'éducation c'est ça qui fait changer le monde. Et du coup, bah, je me disais, toi, enfin, si tu pouvais nous en parler encore un peu plus sur l'éducation que t'as reçue pour redonner potentiellement des graines d'éveil aux personnes qui nous écoutent, qui vont avoir des enfants ou qui ont déjà des enfants pour bah, faire de leur mieux. Alors, je vais te partager une anecdote parce que c'est arrivé ce week-end et ça m'a marqué parce qu'on était dans un square et, euh, et donc tu vois les enfants jouer. Ouais. Le gamin qui tombe, en fait, parce que c'était une femme qui avait donc un garçon et une fille. Le gamin qui tombe, on lui dit ah non mais relève-toi, tu es fort, etc. Tu vas y arriver. Et il continue et il va refaire encore plein de conneries, il va retomber X fois, mais c'est super. Et la fille, en fait, la petite, elle avait une très jolie jupe en tulle ou je sais plus. Elle est tombée une fois, elle a eu une toute petite tache. On lui dit non mais toi tu bouges plus, parce que là tu es en train de te salir. T'arrêtes les bêtises. J'enfonce vraiment des portes ouvertes, mais ça m'a marqué, tu vois. Et en fait, elle, on lui dit, bah non, toi, faut que tu sois déjà princesse. Mais en fait, bon, j'estime très mal l'âge des enfants, mais peut-être qu'ils n'avaient même pas 5 ans. Mais déjà, on a commencé à lui dire qu'elle, il fallait qu'elle reste propre, tu vois. Et que l'autre, bah non, lui, c'est déjà un mini bagarreur, quoi. Il a semé le trouble partout, mais c'était OK. Et à chaque fois, limite, on l'encourageait. Et ça, tu vois, typiquement, bah, faut qu'on s'interroge sur ça, quoi. Non Et mais pour... Vas-y, vas-y. oui, pardon, en fait, c'est juste, désolée de couper, ça fait juste penser, parce qu'en fait, c'est tellement intéressant ce que tu dis, qu'en fait, ça m'a tellement fait penser à une étude que j'avais vue récemment. En fait, c'était des pleurs de bébés, et en fait, on demandait aux gens d'identifier si c'est un garçon ou une fille. Les gens ne savaient pas, ils entendaient un pleur de bébé, et en fait, si c'était aigu, écou, et ben, ce serait une petite fille. Si c'était un pleur fort comme il faut et tout, bah, ah, c'est un petit garçon. C'est incroyable. Je trouve ça juste dingue. Et donc, euh, pour l'anecdote, pour répondre à ta question sur comment j'ai été éduquée, sincèrement, je sais pas ce que c'est d'être maman, mais j'ai trouvé que la mienne a fait un vrai, vrai bon boulot, quoi. Parce que, en fait, si tu veux, pour l'information, moi, je me souviens encore de certaines anecdotes qui m'avaient marqué quand j'étais plus jeune, dans un contexte sénégalais très traditionnel. Donc, mes parents ont 2 filles, ma sœur et moi. Et en fait, quand ma petite sœur est née, les gens posaient quand même des questions et avec le recul maintenant, je me dis c'est extrêmement agressif, c'est qu'ils lui demandaient encore quand est-ce que tu vas faire un enfant. C'est quand est-ce que tu vas faire un vrai enfant. C'est-à-dire que pour eux, le vrai enfant, c'est un homme, enfin, c'est un garçon. Donc les filles, entre guillemets, ne comptaient pas, tu vois. Ce qui peut être violent, et je me souviendrai toujours de la réponse de ma mère à l'époque, c'était vous verrez que mes filles valent autant que des hommes, parce que ce sont des hommes. Enfin, je le dis comme ça en français, parce que c'est pas les mêmes termes en fait en Wolof, mais c'est mes filles valent, enfin, les filles valent autant que les garçons, quoi. Et ça, quand tu entends ta mère le dire, tu vois, elle aurait pu aussi répondre ah non mais on va continuer d'essayer. Non, elle n'est pas en train de nous invalider. Elle dit ce sont mes filles et ça s'arrête là, tu vois. Et j'ai une autre anecdote qui était bizarre. À l'école, des fois, on avait des cours de maths ou des trucs, et à un moment, on faisait un exercice avec donner chacun le nombre de frères et sœurs que vous avez. Et moi, je dis un, parce que j'ai une sœur et puis c'est tout.
Et je me souviens encore de la réflexion de ce prof qui me dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait ton père? Mais pourquoi vous n'êtes pas plus nombreux que ça?» Et en fait, ça te donne des clichés. Avec le recul, tu te dis: «Mais c'est violent», tu vois? Mais C'est comme tellement. si assez ou autre chose. Mais tout ça pour dire que mes parents ont su quand même donner un cadre extrêmement bienveillant, mais tout en étant conscients de ce qui se passe dehors, tu vois? Mais ils nous ont appris beaucoup de choses pour juste nous imposer, avoir notre caractère, quoi. Et c'est vrai que chez nous, justement dans cette ethnie-là, on peut nous dire: «Non mais ils sont cons, ils sont têtus», c'est tout ce que je suis. Mais tu l'assumes à un point où ça te décomplexe. Mais OK, tu es pas très fut-fut, tu es trop, têtu, trop ceci, bah, tu fais avec. Mais tu l'assumes. Mais au moins, tu n'es pas en train de te travestir ou en tout cas, au moins, tu n'es pas en train de juste faire semblant pour que les autres t'aiment bien. Et ça, c'est ce qu'ils nous ont appris. Waouh, c'est vraiment puissant ce que tu nous dis. Bah, bravo à tes parents pour l'éducation qu'ils vous ont donnée. Et du coup, ce que je comprends, c'est qu'ils vous ont permis d'être vous-même. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants. C'est de permettre déjà de se chercher, de se trouver et après de s'épanouir et de grandir bah, encore plus. Parce que du coup, il y a des bases qui ont été transmises qui sont très fortes, très puissantes. Et ouais, je suis très contente pour toi que tu aies eu cette éducation. En tout cas, ça aide à faire des bêtises et ensuite venir présenter ses excuses, plutôt que de demander la permission avant de les faire. Mais oui, tellement. Ouais, j'adore cette phrase. C'est en fait, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. En revanche, et ça peut être bizarre à dire, mais j'ai aucun souci à m'excuser, surtout quand je me suis trompée, quand j'étais maladroite, parce que il y a pas que du 100% positif dans tout ce que je dis, hein. Des fois, je suis maladroite, je dis les choses, j'ai pas de filtre, et cetera, et cetera. Mais m'excuser, c'est OK, surtout quand j'ai blessé l'autre ou que, tu vois, c'était pas OK. Mais demander la permission pour faire un truc, oh, justement, ça rejoint l'audace, quoi. On fait, on va voir ce que ça donne. Au pire, on est le petit garçon qui est tombé, qui s'est taché, et on recommence. Tellement oui, vous occupez l'espace qui vous est dû, tout simplement, en fait. Et qui devrait être dû à tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, ça me fait penser en parlant d'occuper l'espace, ça me rappelle aussi encore, une autre étude que j'ai en tête, c'est, enfin, je sais pas comment c'est au Sénégal, mais nous, en tout cas, en France, c'est comme ça, en fait. Enfin, moi, quand j'étais petite, c'était comme ça. Après, je sais pas si les choses ont évolué depuis, mais en gros, la cour de récréation, quand j'étais en primaire, moi, ça me marquait de ouf parce qu'en fait, les garçons, ils prenaient, enfin, ils occupaient tout le terrain avec leur foot et nous les filles on jouait sur le côté et du coup bah moi je faisais du forcing pour jouer au foot avec les garçons alors que j'aimais pas spécialement ça mais c'était pour me montrer allez je suis capable de le faire j'y vais quoi donc ouais ça me fait penser à ça. Alors je sais pas parce que franchement après, moi je garde de très, très beaux souvenirs de l'école primaire et cetera et j'ai pas pris conscience ou en tout cas j'ai pas, on n'a pas eu ces choses-là. Nous, on avait plutôt des garçons, c'était nos potes quoi. Un de mes meilleurs amis, je le connais depuis la maternelle, tu vois? Ouais, on avait 2, 3 ans et j'avais pas ce souvenir en tout cas de confrontation. À l'école et j'avais pas non plus, le souvenir que les garçons enfin, peut-être qu'ils prenaient plus de place, je m'en souviens pas, mais on n'a pas eu à se battre pour avoir plus de périmètre. Tu sais, tu prends 50 filles, on fait une grande ronde avec notre corde à sauter, on prend notre place, hein. Et c'est justement cette subtilité-là en termes d'éducation que j'adore aussi, c'est que, voilà, enfin, vous dégagez, ça c'est votre terrain, ça c'est le nôtre mais on s'est pas battu pour. Peut-être qu'on l'a fait plus subtilement, je ne sais pas. Oui ça s'est fait de façon plus naturelle en tout cas mais Oui, mais du coup, tu vois, ça rejoint aussi le côté, est-ce qu'il faut se battre à chaque fois avec de la force ou avec de la subtilité? ouais c'est pas bête comme questionnement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser également, après je sais pas du tout comment c'est au Sénégal car je ne connais pas la construction de votre langue, mais en fait moi je sais qu'avec le français quand j'avais 6 ans, la règle le masculin l'emporte sur le féminin, c'est quelque chose qui je trouvais ça hyper injuste en fait que, bah, il y ait, je sais pas 100 femmes et un homme et ce soit «il» et j'ai jamais compris après bon, après coup j'ai compris que c'était parce que, comment dire?
l'Académie française avait voulu, au XVIIe siècle, enfin comment dire, l'Académie française en fait, ils s'étaient rendu compte que les femmes occupaient trop l'espace et du coup ils ont essayé de les brider et ils ont supprimé tous les noms de métiers au féminin, et ils ont imposé le masculin l'emporte sur le féminin parce que c'était sexiste, et c'était que c'est les hommes, enfin on va dire c'est les hommes de l'époque, la mentalité de l'époque, même si j'espère quand même qu'il y avait des personnes qui pensaient autrement, je pense que oui, mais du coup voilà, c'est eux qui ont choisi pour tout le monde, et du coup depuis le XVIIe siècle la langue française est construite ainsi, et elle a plus sa forme inclusive qu'elle avait auparavant, parce qu'avant c'était logique, on accordait en fonction du plus grand nombre, on s'en foutait un peu. Enfin, après je sais qu'il y a des féministes notamment qui essayent de rajouter de l'inclusion dans la langue française comme elle était avant, parce que par exemple ça me fait penser des mots comme philosophesse, chevaleresse, des choses tout à fait communes au Moyen-Âge, et maintenant ça l'est plus. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais que j'ai fait, il y a bien longtemps, de l'ancien français. Et en fait, l'ancien français était peut-être plus inclusif que le français actuel. On tenait beaucoup plus, on prenait beaucoup plus en compte la notion de genre. Après, je pense que ce sont des choses importantes dans la mesure où ce sont des règles qu'on t'apprend dès que tu es tout petit. Donc forcément, ça compte en fait. Quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin, il y a déjà quelque chose qui s'installe en fait dans ton inconscient. Euh, Après, de manière très concrète, est-ce que je vais dire peut être clivant, si j'ai envie de me battre pour l'égalité femmes-hommes, euh, l'égalité salariale, enfin l'égalité tout court, ce combat-là est très bien, mais c'est pas celui sur lequel je concentrerai mon effort. Mais je suis ce que tu lis, etc. Forcément, ça implique quelque chose en fait dans ta tête et dans ton imaginaire. Mais je laisse ce combat-là à d'autres professionnels. Moi, je veux juste que les femmes aient encore plus d'ambition et d'égalité. Non, mais je comprends, en fait, c'est pas ta priorité et c'est normal, en fait. On choisit ses combats, en fait, dans la vie. Et pour toi, moi non plus, c'est pas. Enfin, on va dire oui et non, parce que je vais faire intervenir sur mon podcast des personnes qui ont parlé d'écriture inclusive, donc je veux que ce savoir soit disponible pour tout le monde. Mais je suis d'accord que c'est important de choisir ses combats. Enfin, il y en a qui choisissent l'écologie ou que sais-je. Enfin, c'est hyper important de choisir ce qui nous fait vibrer, nous, pour pas. Pour tout simplement mener ce combat comme il le faut, quoi, et pas se forcer ou arrêter, parce qu'un combat, c'est toute une vie, quoi. Non, mais et encore une fois, c'est pas négatif, mais je mets un disclaimer. C'est juste que ce sont. Il y a peut-être quelque chose que j'apprends maintenant avec l'âge, c'est que quand je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas. Plutôt que de faire un raisonnement capillotracté pour défendre quelque chose que je ne maîtrise pas. Celles qui défendent ce combat-là, certainement, elles ont de très bons arguments, etc. Et je respecte. Mais moi, je ne maîtrise pas suffisamment ce sujet, donc déjà, ça, je le dis. En revanche, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'action, aujourd'hui, voilà, je travaille avec une équipe, je recrute des gens, etc. Je mets un point d'honneur à chaque fois qu'on a un, comment ça s'appelle? Qu'on a une offre d'emploi. Ben, je mets un point pour juste bien vérifier que l'offre est inclusive. C'est comme, je te donne un exemple tout bête, tu dis, je recrute un ingénieur. Ah non, tu recrutes un ou une ingénieure. Et cette inclusion-là, cette dimension-là, c'est peut-être juste la petite action que je peux faire de manière très concrète, mais au moins les femmes savent qu'elles sont les bienvenues. Tu vois? Et ça, c'est du concret, c'est pas, c'est comme quand je dis je recrute un technicien, non, un ou une technicienne. Ces petites actions-là, elles sont OK pour moi. Aller à une échelle plus large sur l'Académie française, c'est pas dans mes cordes, quoi. Je veux bien faire énergie femme, mais je suis pas académicienne, tu vois. Non, oui, mais je comprends. Mais est-ce que tu dis. Je n'invalide pas le débat. Je dis juste que je ne le maîtrise pas. Ouais, non, c'est hyper important ce que tu soulignes. Et ce que tu dis par rapport à l'offre d'emploi où tu mets, par exemple, un technicien, une technicienne, j'avais vu une étude qui montrait que justement, il y avait il y avait plus de candidatures, je sais plus les chiffres, que je mette ça dans la description quand j'aurai fait mes petites recherches, mais en fait, il y avait des études qui montraient que mettre voilà, le nom complet, technicienne, technicien, et ça incitait plus les femmes à postuler, parce que par exemple, si tu mets juste directeur et pas directrice, la femme va se dire c'est pas fait pour moi, en fait. Surtout si elle a pas de modèle en plus dans son entourage, c'est compliqué, elle, de se projeter derrière. C'est exactement ça. Et ça, pour le coup, tu vois, en termes de petites actions concrètes, parce que moi, je crois beaucoup au côté colibri.
bah, chaque femme qui est directrice, manager, responsable, qui recrute des gens, elle a déjà cette possibilité-là de faire rentrer ce côté inclusion et de faire comprendre à d'autres femmes qu'elles sont les bienvenues. Et ça, c'est une action concrète. Et à la fin, ça va faire bouger peut-être des stats, tu vois. Mais rien que ça, je maîtrise, ça, je peux le faire, donc j'y vais. Non, oui, je comprends et je suis totalement d'accord avec toi sur le côté, colibri, parce que du coup, ça va donner des rôles modèles à des femmes, ça va les inspirer, ça va leur donner confiance, elles vont envie, du coup de se lancer, dans l'aventure et qu'elles n'auraient pas forcément fait au préalable. Donc comme ça donne, des chances pour toutes et tous, mais surtout toutes, quoi. Oui, et puis, tu sais, c'est aussi un message même à destination des entreprises parce qu'elles ont tout à gagner là-dessus. Moi, si aujourd'hui je vois une annonce d'une entreprise, peu importe à quel point elle est rayonnante, bien, etc., mais que je ne vois pas cette dimension de je cherche un président ou une présidente, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Même juste de façon très pragmatique pour les entreprises en termes d'image, il faut aussi y penser en fait. J'ai pas envie d'aller, postuler peut-être à une annonce où tout est fait au masculin en fait. Ça veut dire que vous attendez déjà un homme. Vous n'attendez pas de femme, vous ne vous êtes pas projeté avec la possibilité que ce soit une Mmh. femme. Ouais, c'est une très bonne, réflexion que tu dis là et ça me fait toujours penser que j'ai l'impression que le monde de l'entreprise est surtout construit pour les hommes et beaucoup moins pour les femmes parce que, en fait, on s'attend que la femme, ce soit un homme. Du coup, même si, par exemple, elle tombe enceinte et qu'elle a un enfant, en fait, on va lui redemander d'être performante, comme un homme à son retour alors que, forcément, tu as donné, la vie donc c'est pas pareil. Même on a des cycles menstruels, enfin on est différentes des hommes, on est cyclique, les hommes n'ont pas ça et du coup, c'est vrai qu'on s'en attend trop. Et puis, des fois, c'est vrai que je comprends pas pourquoi les entreprises ne mettent pas en place plus d'initiatives pour accompagner les femmes dans leur parentalité ou dans leur ménopause, ou même dans leurs règles, avec l'arrêt menstruel, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui commencent à émerger, ça c'est vrai. Mais je sais que ça prendra quand même du temps à venir, mais je trouve ça important que les entreprises se posent les bonnes questions sur comment on fait pour inclure les femmes et même au-delà des femmes, les autres minorités. Là, je parle des femmes parce que c'est mon sujet, c'est le féminisme et tout, mais il y a plein, il y a plein de sujets à embarquer, quoi. Alors, je vais prendre ton contre-pied cette fois-ci. Alors, pour info, moi, ça fait maintenant peut-être une quinzaine d'années bientôt que je travaille dans les assurances. J'ai eu des entreprises de tailles différentes et avec un mindset très différent. Et sincèrement, aujourd'hui, je suis fière de l'entreprise dans laquelle je travaille. Parce que justement, en termes d'inclusion, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Alors, je sais plus, je crois qu'ils ont mis en place une salle d'allaitement, des Waouh! trucs, mais en plus, enfin, en moyenne d'âge, on a des bébés, quoi. Donc, les bébés, ils font pas des bébés. Mais la salle existe quand même si elles en ont besoin. Et après, c'est pas pour défendre les entreprises, mais je pense qu'il y a une volonté qui doit de toute façon à chaque fois être donnée par le DG ou autre, la direction pour faire quelque chose. Mais des fois, les gens ont des très belles intentions, mais ils savent pas. Ils savent pas par quoi commencer, tu vois. Et en fait, là, c'est aussi quelque chose, tu vois. Tu parlais de congé ou de comment adapter quelque chose pour une personne qui est en ménopause. Bah, va proposer ça à une start-up. La moyenne d'âge, elle est à 30 ans. Mmh. Ils savent pas. Ouais. Tu vois? Donc je ne peux pas jeter la pierre aussi à tout le monde. Mais pareil, si tu es une entreprise assez jeune, les mamans, c'est plutôt des CSP+, donc elles n'ont pas de soucis de garde ou autre chose. Mais tu aimerais pouvoir aider les jeunes femmes qui sont entre 2 grades, 2 trucs, et cetera. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Des fois, on ne sait pas aussi, tu vois? Ouais. Ou en tout cas, il faudrait un peu d'intelligence collective pour se dire bah, de quoi vous avez besoin. Et après, l'autre point, c'est que des fois, quand tu fais un sondage à tous les collaborateurs et que tu leur dis de quoi vous avez besoin pour être mieux, des fois, les gens te disent rien non plus, tu vois. Même si tu anonymises le truc, plus des personnes qui vont dire ah, je veux une augmente. Non, mais c'est pas juste, ne raisonne pas juste argent. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois à l'aise? Est-ce que tu as besoin d'un endroit pour faire la sieste? Est-ce que tu as besoin d'une salle pour allaiter? Est-ce que tu as besoin de... Et des fois, tu n'as pas beaucoup de réponses. Ou en tout cas, si tu prends l'échelle de 1000 personnes et tu as 3 personnes qui te disent je veux la salle d'allaitement, tu n'es pas majoritaire, tu vois. Ouais. Et ça,
C'est juste voilà, un petit point d'attention aussi parce que je pense que, en termes d'intentionnalité, il y a quand même des entreprises qui sont pas mal, mais qui des fois, même si tu leur donnes un budget, un truc, elles savent pas par où commencer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est que si les gens ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent, bah, c'est compliqué d'appliquer des choses derrière. Bah, c'est compliqué de leur imposer ça. Parce qu'après, bah, tu vois, enfin, si tu je reprends l'exemple de la salle d'allaitement, peut-être que des gens vont se dire: «Non mais en fait, vous nous avez, enlevé une salle de réunion pour en faire une salle de ceci». Bah non, en fait, c'est bien aussi. Mais parce que lui, il se sentait pas concerné. Mmh. Ouais, je comprends ta logique et merci d'avoir, bah, donné ce point de vue parce que c'est toujours intéressant pour nourrir, le débat, de comprendre, bah, autre chose que son propre prisme. Mais le parallèle que je pourrais te donner pour sortir d'une question très, genrée, la possibilité de venir travailler avec ton animal de compagnie. Mmh, C'est cool. c'est vrai. Dans l'absolu, c'est très sympa. Bah oui, mais si tu te retrouves avec 80 de personnes qui sont allergiques, qu'est-ce que tu fais de tes animaux? Donc l'inclusion, tu vois, Pas si simple. c'est pas si simple que ça. Parce que ça demande aussi que tout le monde soit d'accord pour ça, mais peut-être que, Pierre, Paul ou Jacqueline, seraient contentes de venir avec son chien qui est certainement adorable, mais moi j'ai pas envie qu'il me mette des poils partout, dans le bureau. Mmh. Ouais, c'est pas évident de pouvoir, gérer, on va dire, bah, les objections que chacun et chacune peuvent faire parce que du coup, on a une vision différente du monde. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident l'inclusion, de trouver un accord harmonieux avec tout le monde alors qu'on est avec des personnes qui pensent différemment, qui agissent différemment, qui ont pas forcément les mêmes valeurs ou les mêmes, centres d'intérêt ou que sais-je. Ou tout simplement, ils ont pas, attends, comment on peut dire ça, la même, enfin du coup je sais qu'il y en a qui peuvent être très valeur travail, très valeur famille, très valeur animaux, et du coup c'est sûr que on met dans nos vies ce qui est la priorité pour nous, donc c'est sûr que si pas sa priorité à l'instant T, bah ça va pas coïncider quoi. C'est ça. Et justement, l'exercice ou en tout cas le challenge, c'est de ne pas juste penser à sa petite personne, mais de penser à une notion de vivre ensemble. C'est pas parce que je ne suis pas concernée par une question que, je dois me dire: «Bah, c'est non, en fait», alors que ça pourrait aider, je sais pas 50 des gens qui sont concernés par le sujet. Mmh, mmh, mmh. Ouais, très intéressant ce que tu nous dis. Ça me fait vraiment le vivre ensemble, c'est quelque chose, où tout le monde a travaillé à ce sujet et et ouais, j'avoue que je sais pas quoi ajouter parce que c'est vrai que le comment dire? Le temps il file et c'est vrai qu'il faut passer à la conclusion et du coup, j'ai adoré discuter. J'aurais encore aimé discuter, avec toi sur ce sujet parce que je trouve ça passionnant et donc ouais, je ne peux pas commenter parce que c'est vrai que je manque de temps. Mais ça aurait été avec plaisir. Ce serait limite un autre cadre d'un autre épisode, le vivre ensemble. On a fait beaucoup de digressions, mais c'est intéressant. Ouais, bah, c'est ça que j'aime beaucoup à force, de faire des épisodes de podcast, c'est des conversations hyper profondes, hyper enrichissantes et j'aime beaucoup. Du coup, on va passer à la conclusion. Du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit? On en a dit des choses quand même. C'est vrai? Non, bah, je dirais juste à toutes les personnes qui nous écoutent et hommes ou femmes, passez à l'action, agissez. C'est important d'identifier, une cause ou un combat qui nous tient à cœur, mais une fois que c'est fait, transformer cette énergie en action positive. Parce que sinon, tu sais, ça peut créer de la rancœur, de tout le temps être en train de râler, mais concrètement, toi, tu fais quoi à ton échelle? Agissez. Vous pouvez faire des dons à des associations, vous pouvez donner 2 heures de votre temps tous les mois sur une cause qui vous plaît, et cetera, mais juste faites quelque chose. Les constats, on les a tous. Les rapports, on les a tous. Tu parlais d'analyse, de rapports, donc on a tout ce qu'il faut. On sait que c'est je vais rester polie, que ça ne va pas bien. Maintenant, on agit, quoi. C'est vraiment un message qui me tient à cœur et foncez parce que ça rejoint la question que tu m'avais posée tout à l'heure sur l'audace. Au pire, vous allez vous vautrer, c'est pas grave. Vous réessayerez, mais passez à l'action. On a besoin de gens qui agissent, dans la société actuelle. Ouais, je suis d'accord et ça me fait penser clairement à la phrase: «Mieux vaut vivre avec des remords que des regrets». Exactement. Je suis, totalement alignée avec ça. Du coup, je vais te demander qui sont tes rôles modèles? Enfin, du coup, ce que j'ai compris, ta maman est un super rôle modèle pour toi, mais La su base. forcément.
Non, j'ai ma maman pour plein, plein de raisons et je vais me retenir de pas pleurer. Donc ma maman, ça c'est sûr. Simone Veil pour son courage politique, à avoir vraiment affronté beaucoup, beaucoup de choses dans son époque actuelle pour faire changer les lignes et on l'en remercie encore. Et j'avais 2 autres personnes, Frédérique Sintras, qui est la marraine du réseau Énergie Femmes et que j'ai énormément admirée pour sa bienveillance et sa sororité. Si on était dans une période, il y a maintenant, parce que Énergie Femmes existe depuis bientôt 10 ans, et on avait cette période où moi je travaillais dans les assurances, il y a des directrices, tu les voyais comme ça, c'était limite tes idoles parce que même si on est dans un petit secteur, il y a des femmes que tu adores, quoi. Point. Et en fait, on s'imagine même pas que ce sont des femmes qui sont capables de nous tendre la main. Et avoir tendu la main à une personne, la jeune assureuse que j'étais et qui était venue avec plein d'idées dans la tête et d'avoir cette personne qui te dit juste vas-y, je crois en toi, c'est juste énorme. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix et c'est ce qu'on essaye aussi de faire à travers le réseau. Mais d'avoir une personne comme ça et cet exemple ou de concrétisation de la sororité, je trouve que c'est top. Et ensuite, j'ai une dernière personne, je ne sais pas si ça te parle, qui s'appelle Tarana Burke. Tarana Burke, c'est la fondatrice de MeToo. Ah oui, c'est vrai. Fondée MeToo en 2007. Et je trouve que c'est une femme qui a eu énormément de courage, qui s'est battue énormément, qui a pris beaucoup, beaucoup de risques. Et pour autant, quand on parle de MeToo maintenant, on pense à plein d'autres personnes, mais pas à elle. Alors que c'est grâce à elle que tout ça a démarré. Donc c'est bien beau, mais tu vois, ça rejoint aussi ce côté sororité, c'est mettons-nous en avant, valorisons aussi d'autres personnes qui des fois sont invisibilisées, alors qu'en fait, elles sont à l'initiative de beaucoup de choses. Ouais, C'est déjà non, pas mal. c'est déjà bien. Merci pour toutes ces rôles modèles. J'aurais apprécié pouvoir commenter chacune d'entre elles, parce que ça m'inspire. Mais bon, l'épisode serait beaucoup trop long sinon, donc je vais devoir passer à la suite de mes questions, mais merci du partage. Du coup, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? J'ai un super bouquin que je relis presque peut-être une fois par an, ça s'appelle L'art de la guerre pour les femmes. J'adore. J'adore ce livre. Il est un peu vieillot maintenant, mais les exemples ce sont des exemples qui réveillent, qui vont parler à des femmes qui se disent, ah mais non, en fait là j'ai identifié une injustice, là j'ai identifié un petit truc, en fait j'y vais pas, non. Là il y a des exemples, des solutions, c'est très concret. Ça s'appelle L'art de la guerre pour les femmes. Bah, merci pour la ressource, je ne la connaissais pas du tout, donc j'irai me renseigner à la suite de l'épisode et de toute façon, les personnes qui nous écoutent retrouveront toutes les informations de la conclusion en description de l'épisode, parce que ça me semble important. Ça marche. Et du coup, que signifie le terme féminisme pour toi? Humanisme, sans commentaire. Humanisme. On est juste en train de demander la base en fait. Traiter les femmes et les hommes de la même façon, c'est juste la base. Mmh. Ouais, Même chez les animaux, on voit des trucs, enfin, c'est l'humanité ne va pas bien, mais le féminisme, c'est juste de l'humanisme. ouais, je suis d'accord, tu es féminisme humaniste. C'est ça. Et enfin, la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, j'ai deux personnes. Frédéric Sintra, pour son côté proactive, positive, on n'est pas misérabiliste, on passe vraiment à l'action, etc. Vraiment chouette. Et peut-être que ça va être une découverte pour toi, mais je connais une jeune femme extrêmement brillante qui s'appelle Tian Ndiaye. C'est pas ma cousine, même si on a le même nom de famille, et qui fait un podcast qui s'appelle You Be You et qui incite à la réflexion sur l'accomplissement de soi, tu vois. Et ce côté de se dire, en fait, il faut juste chacun est soi-même et il faut qu'on s'écoute nous, mais ne pas se laisser prendre au piège des normes de la société, etc. Et je trouve que c'est des podcasts qui sont très rafraîchissants dans la façon dont elles posent les questions et qui interrogent sur la notion voilà, du bonheur, des injonctions sociales, etc. Et je trouve qu'elle est vraiment chouette. Waouh, bah merci
pour ces deux noms. Moi, je la connaissais pas du tout, donc déjà j'irai écouter son podcast car ça me parle tellement l'accomplissement de soi. Et Frédéric Sintra, je l'avais rencontré parce qu'elle avait, j'avais acheté son livre Entreprendre après 50 ans, donc. Ouais. Mais tu vois, son côté dynamique, active, en mode on se laisse pas aller, je trouve que c'est extrêmement inspirant sans avoir à donner des complexes aux gens. Je suis d'accord. J'espère qu'elles pourront venir au micro de Matrimoine Féministe toutes les deux. Merci encore. Et du coup, voilà, cet épisode se touche à sa fin. Merci aux personnes qui nous ont écoutés d'être restées jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Merci beaucoup, Estelle. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!